remercie en tant qu'association locale d'organiser ce débat parce qu'en fait, à l'occasion de cette campagne électorale des législatives, je crois que c'est le seul débat qu'on aura. Il y en a eu un télévisé, mais il n'y avait pas tous les candidats d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas conviés. Et donc ça nous donne l'opportunité sur une thématique précise de pouvoir s'exprimer et finalement les candidats les uns à côté des autres sur une thématique que vous l'avez dit particulièrement importante et qui tient à cœur aux Français. Alors je vais prendre la casquette à un moment en ce début de prise de parole de députée sortante parce que je suis arrivée en 2017 et j'ai découvert la vie politique. Je ne savais pas ce que c'était que forcément les lobbies, ce que ça représentait quand on était politique et les influences auxquelles on était soumis. Déjà en termes de comportement individuel, moi j'ai fait le choix de démissionner de mon travail pour me consacrer 100% à mon mandat de députée. C'est un engagement que j'avais pris au moment de la campagne électorale et que j'ai tout de suite mis en œuvre. C'est pas forcément évident de démissionner de votre travail, d'autant plus que j'avais 26 ans, que c'était un de mes premiers jobs. Et que si je ne suis pas réélue le 19 juin, j'ai aucun problème avec ça. Mon CV est prêt, ma lettre de motivation aussi. Mais néanmoins, il faudra retrouver un travail. Et je crois que moi, j'ai toujours, en tout cas dans mon idée, fait en sorte de travailler pour l'intérêt général. Et je crois que là aussi, on a plusieurs possibilités de déport à l'Assemblée nationale quand on traite d'un sujet, notamment quand ça a été un de vos métiers. Moi, je travaille dans le secteur des déchets papier, dans le recyclage des déchets papier. Eh bien, par exemple, même si pour le coup, je n'étais pas soumise aux règles de déport parce que j'étais que juriste dans cette entreprise, j'avais pas de responsabilité, j'avais pas d'action dans la société Ecofolio, j'ai fait en sorte en tout cas de ne pas forcément intervenir pleinement dans ces dossiers-là parce que je savais que j'avais beaucoup d'expertise et peut-être un a priori déjà bien fait sur ce sujet. Donc dès le départ, j'ai quand même construit déjà, c'est du bon sens, j'ai envie de dire, quand vous êtes député et que vous commencez votre vie politique, que vous ne connaissez pas trop la façon dont ça fonctionne, vous faites fonctionner le bon sens. Et je crois que quand on parle de probité, quand on parle de corruption, l'une des principales qualités qu'on doit avoir quand on est élu, c'est celle du doute. Je m'explique. Quand vous êtes soumis à des pressions très importantes, que vous avez un texte devant vous à aborder et que vous avez des centaines de mails qui vous arrivent, ou alors que vous avez des collectifs d'intérêt qui peuvent être d'ailleurs nationaux ou locaux, qui viennent vous voir, qui vous soumettent des idées, qui vous disent « Madame la députée, c'est vraiment un sujet auquel on croit avec des idées et des propositions ». Eh bien, il faut toujours douter sur la personne que vous avez en face de vous, considérer les arguments qu'elle vous donne. Il faut aussi aller se renseigner parce que être un député, ça nécessite du travail. Ce n'est pas du papillonnage. Ça nécessite d'entrer dans les dossiers. Hier, on était notamment avec Nicolas Rey, avec les agriculteurs. On s'est bien rendu compte. Et je crois que Nicolas, en tant qu'aussi potentiellement demain élu, on se dit sur chaque sujet, aujourd'hui, il faut devenir expert. Parce qu'on vous demande, et vous faites face à une administration parfois, à des ministres qui eux-mêmes maîtrisent leur sujet, à des organisations qui elles-mêmes maîtrisent le sujet. Et donc pour pouvoir discuter avec elles et contre-argumenter, il faut travailler. Et donc là aussi, je fais un lien avec notamment les chiffres que vous donniez, Isabelle, sur l'appréciation que les Français peuvent avoir du travail d'un élu et qu'il ferait finalement la plupart du temps autre chose que son mandat. Moi, je fais à l'occasion de cette campagne législative je fais l'objet de beaucoup de critiques. J'aurais pas été assez dans les communes, j'aurais pas été à telle fête, telle manifestation, etc. Et c'est vrai que je pique un peu des colères en ce moment parce qu'il y a un aspect un peu contradictoire dans ce qu'attendent finalement les Français parfois, c'est-à-dire que quand on est sur le terrain, il faut être à l'Assemblée. Quand on est à l'Assemblée, il faut être sur le terrain. En fait, c'est ni tout blanc ni tout noir. C'est un équilibre à trouver et je peux vous dire qu'il est super difficile à trouver cet équilibre. Parce que dans tous les cas, on fera toujours des insatisfaits. Sachez qu'à l'Assemblée nationale, il y a quasiment un texte toutes les semaines. Que parfois, normalement, le rythme habituel, c'est du mardi au jeudi matin, on va dire. Mais qu'en vérité, si vous voulez être présent 100% du temps à l'Assemblée nationale sur l'ensemble des textes, ça a été sous ce mandat plutôt du lundi au vendredi, voire parfois même on a siégé le week-end. Et donc, vous faites des arbitrages parce qu'il y a aussi des manifestations importantes où il va y avoir du monde et c'est important d'être connecté au terrain parce que au-delà des influences et on va dire des organisations qui viennent vous voir, encore une fois nationales ou locales, ce que vous disent les Français sur le terrain, c'est aussi important. Mais néanmoins, dans votre activité d'élu, il y a des arbitrages qui sont faits. Moi, j'étais jeune élue. Il a fallu que je travaille beaucoup. Quand vous découvrez pour la première fois le budget de l'État, parce que j'étais à la commission des finances,
Et bien très honnêtement, dans un premier temps, on se demande comment tout ça fonctionne. Donc il faut travailler, c'est comme dans la vie, il n'y a pas de miracle. On réussit et on arrive encore une fois à objectiver les sujets en travaillant. Je voulais partager avec vous également une petite anecdote sur comment on résiste peut-être aux personnes qui viennent vous voir et aux grandes organisations de lobby, d'influenceurs. Alors là aussi, et je sais que c'est une de vos propositions, il faudrait qu'on puisse définir ce que c'est qu'un lobby en tant que tel, parce que finalement, l'influence, elle est un peu de partout. Le collectif, encore une fois, de citoyens qui vient vous voir, qui s'organise très fortement, qui vient vous voir à votre permanence, c'est un influenceur. L'organisation environnementale est un lobby, un influenceur, de la même manière que la CPME, peut-être certains y appartiennent dans la salle. Donc tout ça, on peut considérer que ce sont des influenceurs. Alors avec plus ou moins d'ailleurs une puissance et une force derrière, ça représente un plus ou moins grand nombre, une plus ou moins grande force financière, mais néanmoins, on arrive au fur et à mesure de l'expérience d'un parlementaire à les identifier. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on vous demande souvent, ces influenceurs, je vais les appeler comme ça parce que je ne sais pas quel est le bon terme, mais lobby ou influenceurs viennent vous voir, vous demandent des rendez-vous, et très honnêtement, vous arrivez assez facilement à les identifier. Il m'est arrivé, notamment, je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, c'était des représentants de l'industrie de la chimie qui viennent me voir et qui me demandent un rendez-vous sur le sujet de la fiscalité qui concerne leur secteur d'activité, pour faire en sorte que on puisse préserver leur avantage fiscal sur les énergies qu'ils produisent et qu'ils utilisent, et qui ont en plus un impact sur l'environnement. On appelle ça les dépenses fiscales défavorables à l'environnement. C'est un avantage qu'ils ont, qui a un impact sur l'environnement. C'est un sujet que moi j'ai beaucoup traité à l'Assemblée nationale. Et quand ils sont venus me voir, alors il y a aussi le déséquilibre physique qui se joue, parce que moi je suis jeune, petite, et n'empêche ça joue, parce que dans l'influence, là aussi, physiquement, eh bien vous avez des gens, c'était 3 messieurs en particulier, alors des ingénieurs en plus, qui sont imposants physiquement, et qui commencent à vous dire, bon, voilà, on vient vous voir pour vous proposer, Madame la députée, de porter un amendement qui visera, pas forcément de déposer un amendement, ou, s'il vous plaît, Madame la députée, plutôt ne déposez pas un amendement futur qui mettra fin à notre exonération fiscale, qui est un avantage aujourd'hui. Et je me souviens à ce moment-là, j'étais accompagnée de mon collaborateur parlementaire, alors pareil, plutôt jeune, peut-être qu'on aura l'occasion de parler des moyens dont disposent les parlementaires, et je leur ai dit, écoutez, au bout de 5 minutes, je les écoute, et je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que c'est pas toujours évident de tenir tête à des groupes d'influence comme ça. Je leur ai dit, écoutez, on peut parler de votre sujet, mais moi c'est tout le contraire de ce que je suis en train de porter à l'Assemblée nationale, donc la porte elle est par ici, et si vous voulez qu'on continue à parler de ce sujet, eh bien voilà, ça ne va pas pouvoir se faire, parce que moi ce n'est pas ma façon de voir les choses. Et en fait je me suis dit en sortant de ce rendez-vous, je ne sais pas ce qui m'a pris, parce qu'il faut quand même du courage, encore une fois. C'est facile de dire oui, je suis d'accord, passez-moi votre amendement, effectivement, il est intéressant. Et il faut parfois savoir tenir tête. Mais ça vient aussi avec l'expérience, parce que quand on est élu local ou quand on est élu national, au fur et à mesure du temps, on arrive à identifier ce genre de groupe d'intérêt qui vous servent des amendements un peu tout crus. Et c'est vrai que c'est un exercice qui existe encore à l'Assemblée nationale, il y a pas mal de parlementaires qui reprennent des amendements tout crus. Moi, c'était pas ma façon de fonctionner. J'aimais bien les amendements maison, je les appelle comme ça. Ça demande, c'est pas évident parce que ça demande de l'expertise juridique, et donc il faut que vous ayez des collaborateurs ou que vous-même vous soyez un bon juriste, parce que faire la loi, eh bien, ça demande quand même une certaine forme d'expertise. Et donc, voilà, c'est facile d'être super bien classé sur nosdéputés.fr en dépensant. Je dis ça parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui l'utilisent. Alors, il y a des très bons côtés sur nosdéputés.fr, mais aussi des très mauvais côtés. Parce que c'est quand même la prime à l'amendement. Alors, c'est sûr que si vous reprenez les amendements de tous les lobbies, vous êtes sûr d'être bien classé parce que vous aurez déposé de l'amendement. Mais néanmoins, le bon amendement qui en plus va être adopté, lui, il n'est pas forcément comptabilisé et on ne fait pas l'arbitrage, encore une fois, entre le bon amendement et l'amendement refourgué par un lobby. Donc ça, il faut savoir tenir tête. Et puis, c'est pareil, vous êtes souvent invité à des déjeuners organisés par différentes organisations, des grands distributeurs, mais ça peut être aussi, encore une fois, des ONG environnementales. Enfin, faut pas, tout est encore une fois lobby. Moi, j'ai fait une fois. J'ai assisté une fois à ces déjeuners. Je me suis dit, encore une fois, je ne savais pas trop. Je suis allée voir. Et je ne suis plus jamais retournée parce que
moi, je pense que, par exemple, si on prend la grande distribution, bah, on peut discuter avec les patrons de Leclerc, Cora, Carrefour chez nous. J'ai pas besoin d'être invitée à un déjeuner avec voilà, le grand patron de Leclerc qui va me dire ce que je dois faire en tant que parlementaire. Donc ça, c'est voilà, je voulais partager un petit peu avec vous ça rapidement l'exercice parce que on peut avoir une grande idée de ce que c'est. On peut se dire que, comme vous le disiez Isabelle, tous pourris. C'est compliqué, hein. Je veux dire, c'est pas si évident que ça de rester exemplaire quand on est élu parce qu'on est soumis à plein de pressions, plein d'influences. Mais néanmoins, il faut prendre du recul. Comme je vous le disais, il faut douter en permanence de ce qu'on vous dit, des personnes qui viennent vous voir et qui vous servent des choses toutes crues. Il faut travailler ces dossiers et je crois que moi, c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je continuerai à faire. Ensuite, je vais rentrer juste dans le concret sur les propositions que je souhaite porter. Vous m'aviez dit un quart d'heure, alors mais 10 minutes, ça marche. Non, c'est quart d'heure. Alors, sur les propositions que moi je pourrais porter qui viennent de mon expérience, encore une fois, de parlementaire. Je vais vous parler des frais de mandat. Les frais de mandat, donc vous savez qu'on a une gratification quand on est parlementaire, et on a une enveloppe, l'avance de frais de mandat, qui est de l'ordre de 5 000 €, qui sert à financer votre permanence, vos frais, on va dire, de tous les jours en tant que député. Déjà, je souhaite dire que une des premières lois qu'on a votées, c'est la loi Confiance dans la vie politique, où on a rendu transparent ces dépenses de frais de mandat. On doit justifier, ça n'existait pas avant 2017. C'est-à-dire que vous aviez ces 5 000 € que vous pouviez dépenser comme vous vouliez. Et d'ailleurs, ça a donné les scandales qu'on connaît. Certains qui s'achetaient des permanences parlementaires, des véhicules. Il y avait, là encore une fois, c'est pas tous pourris. C'est-à-dire qu'on a quelques cas qui ont eu des comportements comme ceux-ci. Et puis, on a la majorité des parlementaires qui l'ont utilisé avec un bon sens paysan, j'ai envie de dire. Mais néanmoins, il n'y avait pas de contrôle. Et donc, ce qu'on a voté, c'est de justifier toutes les dépenses qu'on fait. Donc, on a une application où on scanne à chaque fois qu'on fait une dépense, les justificatifs, on rentre ça dans l'application, on a un expert comptable qui classe toutes nos dépenses et on présente ça au déontologue chaque année. Et sous les 5 ans, on fait l'objet d'un contrôle. Donc, moi, j'ai fait l'objet d'un contrôle qui vérifie toutes vos dépenses, si elles sont justifiées ou pas et si elles correspondent bien au livret que nous donne le déontologue. Moi, je pense, il y a eu encore des scandales assez récemment, moi, je pense qu'on peut réglementer un peu plus fortement ces dépenses de frais de mandat, dans le sens où, par exemple, les frais de coiffure, vous pouvez aller vous faire coiffer, enfin les frais de représentation de manière générale, qui, dedans, on met autant la gerbe de fleurs qui représente un énorme, enfin des frais très très importants, hein, les frais de représentation, parce que vous avez les gerbes de fleurs pour les inaugurations, donc il ne faut pas croire que, je veux dire, les 5 000 €, ils sont quand même utiles, hein, parce que, alors, on n'est pas forcément obligé de tous les utiliser, mais ils sont utiles parce que, notamment, encore une fois, les gerbes de fleurs, c'est 100 € par gerbe, hein, il faut compter, 70 à 100 €, donc vous comptez toutes les cérémonies. Mais néanmoins, il y a quelques dépenses où moi je pense que, qu'on soit élu ou qu'on ne soit pas élu, on devait les faire. Les dépenses de coiffure, les dépenses de vêtements, je pense qu'il faudrait mettre un plafond, parce que, voilà, tout ça aujourd'hui, c'est trop général. Et on peut encore avancer sur ce sujet-là. Et pour répondre à la proposition qui est faite par Anticor de rendre transparent 100% et mettre à disposition finalement de tous les citoyens ces frais de mandat, alors moi je serais un peu plus modérée parce que toute la totale transparence, ça fait du voyeurisme. Et je pense qu'en revanche, la proposition que je formule, c'est qu'éventuellement, les tableaux qu'on fournit aux déontologues puissent être consultés par les citoyens sur demande. Alors, on les transmet aux déontologues. Moi, Libération, à un moment donné, a fait un article, m'a demandé combien je dépensais en frais de représentation. Je leur ai fourni sans aucun problème. Voilà, peut-être quelque chose à regarder si on sent qu'il y a une vraie demande. Sur les règles de pantouflage, aujourd'hui, elles existent pour les ministres, elles existent pour les parlementaires. J'ajouterais, enfin, pour les parlementaires, pas tout à fait, parce que certains de nos collègues terminent leur mandat et vont dans des lobbies, des grands influenceurs. Moi, je pense qu'on devrait mettre des règles, un peu comme il existe dans les contrats de droit privé, de non-concurrence pendant un certain temps, de ne pas pouvoir utiliser son carnet d'adresse, ni finalement tout de suite pouvoir retourner devenir en charge des affaires publiques, etc. Parce que je crois qu'il peut y avoir des conflits très dangereux. Et aujourd'hui, encore une fois, les ministres, eux, ils sont soumis à certaines règles de pantouflage. On l'a vu récemment avec notre ministre des Transports qui, la HATPV, à la Haute Autorité pour la Transparence dans la vie politique, ne lui a pas autorisé à rejoindre l'entreprise qu'il voulait rejoindre. Et je pense qu'il faut absolument qu'on travaille sur les conseillers des ministres.
également. Parce qu'aujourd'hui, un conseiller des ministres, un conseil des ministres, enfin, je veux dire, les différents conseillers ont eu accès à beaucoup d'informations. Aujourd'hui, ils peuvent aller voilà, dans n'importe quelle entreprise, ils partent avec un bon carnet d'adresses, avec aussi des connaissances importantes. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on travaille sur les conseillers des ministres. Et puis enfin, je réagis juste à une des propositions que vous formulez aussi sur la limitation des mandats. Alors nous, on a voté une loi, c'était dans la prolongation des propositions, notamment aussi de François Hollande, la limitation des mandats. On ne peut plus être député et maire. Je pense que c'est une très très bonne mesure. Si vous voulez, on en reparlera plus tard. C'est encore une mesure qui fait débat, mais néanmoins, moi je crois, parce que quand on est maire, on a forcément envie d'influencer et d'être plus favorable à sa commune. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas maire que vous ne pouvez pas être un bon député. Si vous travaillez bien avec les élus locaux, si encore une fois vous travaillez sur les sujets, que vous essayez de comprendre comment fonctionne un budget d'une collectivité locale, vous pouvez être un bon député connecté à son territoire. Voilà, j'ai compris que j'avais été trop bavarde, je suis désolée. Merci. Merci.